les événements en cours d'une extrême gravité en Iran. Regardez les images de Téhéran avec les foules immenses qui manifestent dans la nuit à Téhéran. Nous sommes avec Thierry Breton. Bonsoir Thierry Breton, merci beaucoup d'être là. Greg Phillips est là avec nous aussi. Et en direct, Raphaël Jérusalemi, ancien du renseignement militaire israélien, connaissant très bien la situation en Iran. Première réaction Thierry Breton sur ces images, sur cette accélération de l'histoire, très visiblement. Souvent, beaucoup ont espéré la chute de ce régime. Elle a été 100 fois annoncée. 100 fois, elle n'a pas eu lieu, mais là, il se passe des événements exceptionnels. Il se passe des événements exceptionnels, vous avez raison. On ne maîtrise pas évidemment toutes les images, parce que Internet a été stoppé, a été arrêté. Alors, le bazar permet de fournir éventuellement des connexions pirates, mais oui, ce sont des images exceptionnelles, c'est des événements exceptionnels. Il y a, hélas, on déplore évidemment des victimes, comme on pouvait s'y attendre. Vous savez, le bazar joue un rôle extraordinairement important. Il ne faut jamais oublier que c'est le bazar, quand il s'est mobilisé, qui a contribué à la chute du Shah d'Iran. C'était, il y a exactement 47 ans, c'était le 16 janvier 1979. Il y a 47 ans pratiquement jour pour jour. Le fait que le bazar se soit mobilisé avec une telle force montre que c'est vraiment toute la population aujourd'hui qui est dans les rues, qui n'en peut plus. Donc oui, il n'est pas impossible du tout que ceci peut-être sonne le glas de ce régime tragique. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Internet coupé, l'électricité coupée. On voit ces images, une grande partie des images qu'on va voir qui sont dans la nuit, puisque l'électricité est coupée en plusieurs endroits. Amnesty dit bain de sang. Des ONG parlent de centaines de morts. Est-ce que vous avez des informations sur le fait que le régime fait tirer à balles réelles sur sa population ? Oui, absolument. Mes chiffres, c'est 538 morts au moment où je vous parle, et à peu près une dizaine de milliers de personnes arrêtées et jetées dans les geôles médiévales des gardiens de la Révolution. On assiste véritablement à un massacre, à quelque chose d'horrible. En plus, cette coupure de l'Internet, on a dépassé le cap critique des 60 heures, on est à plus de 72 heures sans Internet, mais cette coupure-là, inclut les coupures d'électricité, pose d'énormes problèmes, par exemple aux hôpitaux, à tout ce qui est en fait humanitaire en Iran. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, la population en pâtit, mais je pense que, en fin de compte, le gouvernement et les gardiens de la révolution en pâtissent aussi. Il y a un chaos qui fait que la chaîne de communication et la chaîne de commandement n'est pas à son meilleur, et donc il y a pas mal d'initiatives locales. N'oublions pas que les émeutes ont lieu dans tout l'Iran et qu'il y a des chefs locaux des gardiens de la Révolution qui n'en font qu'à leur tête, d'où la violence parfois beaucoup plus grande dans certaines villes que d'autres. Raphaël Jérusalemi, restez bien avec nous. J'aimerais qu'on voit les images des voltigeurs. Greg Phillips, ces voltigeurs, il y a tout un appareil de répression de policiers iraniens avec toutes sortes de groupes, mais voilà, ces images-là, ce sont des tueurs particulièrement dangereux. Oui, vous avez à peu près quatre niveaux de répression policière. Les Bassidji, cette espèce de milice armée très politisée, et ce sont eux qu'on voit sur les motos, et on les voit tirer à balles réelles sur les manifestants, les gardiens de la Révolution, l'armée, la police. Les deux composantes les plus idéologisées, ce sont évidemment les passes d'Aran et ces Bassidji qui répriment d'une manière extrêmement violente ces manifestations. Ce soir, Darius, il y a à la fois une énorme inquiétude quant à l'ampleur de la répression. On a des bilans qui parlent peut-être de plusieurs centaines de morts, mais tout ça, encore une fois, se fait à huis clos. Et puis, il y a quand même une idée que peut-être cette fois-ci c'est la bonne. 2009, 2012, 2019, 2022, à chaque fois, les manifestations ont été réprimées dans le sang et à chaque fois, le régime a réussi à tenir. Est-ce que là, il est en train de chanceler? C'est la question ce soir. Avec une dimension anti-régime. Thierry Breton, regardez les images qui suivent où on voit cette fois des mosquées qui sont touchées par les flammes. Alors, évidemment, là, on est au cœur du pouvoir des mollahs qui étaient compris dans la ville sainte, oui, absolument. Compris dans la ville sainte, on voit bien que ce qui se passe n'est sans doute pas de la même ampleur que ce qu'on a connu. Alors évidemment, la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que vont faire les États-Unis. Que vont faire les États-Unis et évidemment Israël
parce qu'on sait, et M. Zalimi nous le dira bien mieux que moi, évidemment, qu'Israël est très, très impliqué localement. S'il y a un pays qui sait ce qui se passe, c'est évidemment Israël, très impliqué localement, avec évidemment des espions dont on a pu mesurer du reste l'efficacité lors de la dernière attaque des bombardiers sur les sites nucléaires. Donc évidemment, la grande question qu'aujourd'hui tout le monde se pose, souvenez-vous que Donald Trump a dit que s'il y a des morts, alors les États-Unis interviendront. Visiblement, hélas, il y en a, et c'est sans doute pas malheureusement terminé. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent. On voit toujours ces images qui nous arrivent. Raphaël Jérusalem, il y a beaucoup d'informations sur l'engagement américain, mais aussi sur apparemment les hésitations. Toutes les options sont envisagées par le président Trump. Les discussions portent notamment sur des bombardements ciblés. Des responsables de l'administration Trump ont eu des discussions préliminaires sur la manière de mener une attaque contre l'Iran si nécessaire. Les troupes américaines doivent d'abord consolider leur position militaire, renforcer leur défense avant d'entreprendre toute opération. On a l'impression que la main des militaires américains tremble un peu. Est-ce qu'il est vrai que l'Iran est militairement un plus gros morceau que le Venezuela, s'il devait tenter d'exfiltrer, d'arrêter ou de tuer le guide suprême Khamenei? Alors oui, l'Iran, c'est un plus grand morceau, c'est un arsenal tout à fait différent, c'est 1 millier de missiles balistiques, ce sont des missiles de croisière, des milliers de drones, c'est une force très importante. Mais l'hésitation des Américains, elle est tout simplement technique. Ils n'ont pas encore toutes les forces qu'ils aimeraient avoir dans la région pour se sentir plus sûrs. Ils n'ont pas encore préparé les défenses antiaériennes des intérêts américains proches au Proche-Orient, qui sont menacés par les Iraniens en cas de conflit. Et donc, il y a aussi une hésitation au plan stratégique, c'est-à-dire, vaut-il la peine d'entrer dans un conflit armé, un conflit militaire, n'est-ce pas, aux dépens du soulèvement populaire qui a lieu en Iran? Ne faut-il pas laisser justement à ce soulèvement de continuer de prendre de l'ampleur et assister les Iraniens effectivement, mais à l'interne, ne pas avoir une ingérence extérieure militaire, plutôt à l'interne, avec des sabotages, avec des opérations cyber, les aider, les encourager et les briefer à comment investir les bâtiments et les édifices des institutions officielles, etc., etc., tout à l'interne. Je pense qu'il serait contre-productif, à ce stade, en tous les cas, du soulèvement, d'entamer une campagne militaire. Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord, si vous le permettez, avec ce que M. Jérusalem a dit. Et dans les propos que j'ai pu tenir tout à l'heure, l'interrogation, elle demeure. Mais je rappelle que la position de la France et la position du reste de l'Europe, c'est évidemment de respecter le droit international et de ne pas encourager les ingérences. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Donc évidemment, la solution qui est privilégiée et que privilégie l'Europe et les États européens, c'est évidemment celle qui a été annoncée par M. Jérusalemi et qui doit avoir notre préférence. Maintenant, on voit que la situation est quand même critique et tragique pour nombre d'Iraniens aujourd'hui par rapport à la férocité du régime en place et à sa réaction. Mais on sent là vraiment que le mouvement populaire est beaucoup plus vaste que ceux que nous avons connus et que, évidemment, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de forces non iraniennes qui sont présentes. On parlait tout à l'heure des forces israéliennes, on a vu évidemment leur efficacité, donc qui vont sans doute peut-être aider la population à cette révolte. Quels sont les scénarios possibles? On va prendre la carte pour comprendre. Les Américains ont beaucoup de bases dans la région, en Arabie Saoudite, en Turquie, évidemment. Israël joue un rôle très important. Il y a la base de Diego Garcia, de laquelle partaient les B-2 quand ils sont allés bombarder les sites nucléaires en Iran. Raphaël Jérusalemi, s'il devait y avoir là, dans les heures qui viennent, une opération militaire américaine avec sans doute beaucoup d'appui des vôtres, des Israéliens, qu'est-ce que ce serait? Alors je pense que ça sera quand même au départ de viser les dirigeants. Donc il y aura probablement, c'est pas nécessairement l'ayatollah Khamenei lui-même qui est peut-être difficile à atteindre, mais il y a d'autres personnalités, d'autres endroits clés qui peuvent être atteints. Ça sera donc d'abord des éliminations ciblées. Je pense que ce n'est que dans une seconde phase
que l'on peut penser à une véritable attaque massive de l'armée de l'air américaine sur l'Iran, qui sera évidemment en concertation et en coordination avec les Israéliens, qui connaissent bien la région et qui ont, durant la guerre des 12 jours, en fait, les Israéliens ont tracé des corridors opérationnels par lesquels ils peuvent entrer et sortir de l'Iran ou près de l'Iran, en détruisant pas mal d'endroits de défense antiaérienne. Il y a donc une possibilité d'intervenir rapidement. Mais pardon, Raphaël Jérusalemi, pardon de nous interrompre, qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que les choses, d'après vous, sont mûres pour s'en prendre directement à Khamenei? En clair, est-ce que les Américains ou les Israéliens, d'abord, savent où il est exactement? Et est-ce que politiquement, ils sont prêts? Parce que ce serait quelque chose, soit d'arrêter, soit de tuer Khamenei, qui a un statut de chef d'État, c'est un peu entre deux. Et chef religieux. Et chef religieux. Oui. Il doit être éliminé. Le droit international, s'il sert à protéger des tyrans de ce gabarit, doit être changé. Et la législation est inadéquate si elle sert derrière elle à se réfugier à ces tyrans. C'est pas possible. Donc ce personnage doit être éliminé, mais pas seulement lui. D'autres personnalités doivent être éliminées du côté des ayatollahs, du côté du régime. Par contre, du côté militaire, il se peut que nous obtenions quelques alliances dans la mesure où les gardiens de la révolution et les militaires de l'armée régulière iranienne pourraient se porter candidats pour un gouvernement de transition une fois que les ayatollahs sont évincés. Quant à l'endroit où se trouve l'ayatollah Khamenei, je ne suis plus certain qu'il se trouve à Téhéran, où il y a des bunkers et des tunnels, mais il a un refuge dans les montagnes au nord, dans Al-Borz. Il y a un refuge dans une base militaire de la Révolution, en pleine montagne, un bunker extrêmement profond qui peut résister à des bombardements extrêmement puissants, même des Américains, avec des réserves de nourriture, etc. C'est un des refuges. Il y en a d'autres. Il y en a un dans la ville de Mashhad, qui est sa ville natale, mais là il y a beaucoup d'émeutes, beaucoup de chaos. Ça m'étonnerait qu'il aille se réfugier là-bas. Et puis il y en a un autre dans la ville de Qom. Il y a pas mal de bunkers. Alors je ne sais pas si les Iraniens, les Américains savent dans quel bunker il a élu domicile en ce moment. Raphaël Jérusalemi, je pense qu'ils doivent le savoir. On continue à recevoir ces images. On y revient avec d'autres informations. Thierry Breton, Iran, Venezuela, on a l'impression que les dominos qui soutenaient le régime de Poutine sont en train de vaciller. Tout ça, ce sont plutôt des mauvais coups. On va parler de la Chine dans un instant, mais d'abord pour Poutine, ce sont de mauvaises nouvelles. Ah oui, on se souvient que l'Iran, en tout cas l'Iran des ayatollahs et des mollahs, soutient... Alors la relation entre l'Iran et la Russie est une relation complexe, hein, mais on sait que depuis maintenant quelques années, l'Iran a fourni un soutien logistique extraordinairement fort à la Russie, et que c'est l'Iran qui a permis notamment à la Russie de rattraper son retard avec les drones qui aujourd'hui, on le sait, bombardent le ciel ukrainien, hélas, toutes les nuits. La volonté de puissance de Trump, vous êtes celui vous avez lu dans le détail la fameuse stratégie de sécurité de Trump, oui. Et ça m'a frappé. Vous étiez le premier à m'envoyer, très tôt le matin et à l'aube, à m'envoyer vraiment souligné, surligné. Là, il écrit noir sur blanc, il veut comprendre le contrôle du monde, et ça passe notamment là par Téhéran. Alors, je crois qu'à ce stade, si vous le permettez, il faut peut-être replacer dans le contexte effectivement de cette stratégie, parce qu'elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup et au fond, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Donald Trump est entouré d'une bande d'écervelés qui ne savent pas ce qu'ils font. Non. Donald Trump, et ceux qui l'entourent, qui sont du reste les héritiers de la Heritage Foundation, savent très bien ce qu'ils font. Et je crois qu'il est important, peut-être pour nous, de nous arrêter un instant sur cette stratégie. Et au fond, qu'est-ce que veulent les États-Unis ? Où vont-ils ? Comment se préparent-ils ? À quel monde ? Eh bien, le monde, me semble-t-il, auquel ils se préparent, c'est un monde dans lequel il va y avoir une confrontation massive, un choc frontal entre les États-Unis et la Chine. Et je crois qu'il faut avoir en permanence ça en tête, cette grille de lecture. Je vous invite du reste à revisiter tous les événements depuis son avènement en janvier 2025 et lire ça. Il se prépare, il prépare son opinion, il n'a pas été le premier. Ses prédécesseurs, notamment Obama, l'a fait. Mais il se prépare maintenant très fortement à rentrer dans cette économie de guerre et
en ce qui concerne le pétrole, ça rentre effectivement dans sa logique. Regardez ce qu'il a fait. Il a mis la main sur le pétrole du Venezuela. On sait que le pétrole du Venezuela, notamment, il allait où? Il allait en Chine. Il va mettre, tôt ou tard, je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, et j'espère plutôt que tard, le régime va enfin tomber. Mais si le régime tombe, évidemment, les États-Unis, on ne peut pas imaginer qu'ils ne seront pas impliqués dans le changement de régime, et donc la main, là encore, sur un deuxième pays qui a les plus grandes ressources, avec le Venezuela, parmi les plus grandes ressources de pétrole, et qui fournit le pétrole à qui? Là encore, à la Chine. Et on voit bien que, au fond, Donald Trump est en train de se préparer à, quelque part, assécher la fourniture de pétrole. La Russie, il a mis des sanctions. Le Venezuela, il a mis la main dessus. L'Iran, ça risque de bientôt tomber. Et on voit qu'il y a une espèce de troc qui est en train de se préparer. Pétrole contre terres rares, oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, entre autres, pas que évidemment Darius Rajman, mais entre autres, doit se lire désormais à l'aune de la préparation de ce choc frontal entre les États-Unis et la Chine. La puissance d'influence des Américains, on reviendra dans un instant au pétrole très en détail, mais si on regarde ces images, le courage de ces gens, ils ont un courage immense, ils prennent un risque très considérable. Et les femmes en particulier. Femmes et hommes, le gars qui était sur son lampadaire, etc. Beaucoup sont tués, beaucoup sont aveuglés aussi parce qu'on leur tire avec des munitions de plomb dans le visage. Il faut dire ce qui est là. Les États-Unis, Jefferson disait l'empire de la liberté. Ça reste pour ces gens évidemment un espoir. C'est-à-dire, ils se disent si quelqu'un intervient contre le régime de Khamenei, ce sont les Américains. Ce sont les Américains, et je le redis, n'oubliez pas le rôle des Israéliens. Alors on le dit moins, évidemment en Iran, mais ils sont peut-être plus efficacement implantés sur le terrain que le sont les Américains. Et je pense sincèrement que sans la coopération israélienne, les Américains ne prendraient pas le risque d'intervenir. Je ne sais pas s'ils vont intervenir. Je ne le sais pas. Est-ce que finalement c'est la rue qui va gagner tout seul? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sortir qui? On voit sortir le fils du Shah d'Iran. Et il est sorti par qui? Il est sorti par les Américains, évidemment. On sait qu'il est réfugié aux États-Unis depuis 1970. C'est lui dont je parlais, là, qui monte sur ça. Il sait très bien qu'un tir peut l'abattre et il s'expose, personnellement. Oui, mais enfin, c'est du reste exceptionnel que nous puissions avoir malgré tout ces images. Je le redis, alors il y a plus d'internet désormais. Il y a des internets pirates. Il y a un peu de connexion satellitaire, quelques milliers. Donc on peut évidemment, dans ces cas-là, évidemment avoir quelques images, mais de façon très, très, très structurante, je le redis, il faut lire vraiment ce qui se passe et l'implication américaine. Vous savez, il ne faut pas croire que les Américains font ça. Je vais le dire comme je le pense, pour l'amour de la démocratie. Personne ne fait ça que pour la démocratie. Il y a toujours les intérêts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le monde. On est dans des logiques impériales. Je le redis. On voit aujourd'hui que la stratégie américaine, c'est vraiment de commencer à encercler, y compris, je le redis, la Chine, dans ce qu'elle a de plus fondamental et de plus essentiel. La puissance d'influence des États-Unis. Regardez cette image qui est très parlante. Ce sont ces manifestants. Alors, beaucoup ont recours à Starlink. Et ce sont des manifestants iraniens. Alors, évidemment, l'image est faite peut paraître un peu naïve, mais enfin, ce sont des bornes Starlink qui leur permettent de surpasser le problème du blocage par la dictature de Téhéran. Et il y a beaucoup qui remercient évidemment Starlink. Dans les Rajman, on a aussi d'autres constellations. On peut faire aussi de l'Eutelsat. Ils sont on peut faire du OneWeb, bien sûr. Ça couvre la planète. Donc il suffit d'avoir. En ce moment, ils sont ça couvre la planète. Donc il suffit. Vous savez, il faut quoi? Il faut avoir les terminaux. C'est ça. Parce que évidemment, la connexion elle est là. On ne peut pas l'arrêter. Les connexions satellitaires, on ne peut pas les arrêter. On peut arrêter un peu tout ce qui concerne la géolocalisation, les connexions par satellite. Alors en revanche, évidemment, tout passe par les terminaux, la distribution des terminaux. En Iran, c'est évidemment totalement interdit d'avoir des terminaux de réception par satellite. Donc tout ça se fait sous le manteau, évidemment, au bazar. Est-ce que là, vous dites bravo Musk? Vous avez été un peu adversaire de Musk dans beaucoup d'affaires. Est-ce que dans cette affaire, vous dites bravo Musk d'aider, comme il l'a fait d'ailleurs en Ukraine, d'aider avec ces terminaux? Je suis en train de vous dire, et j'ai été de ceux qui ont je me suis battu pour avoir des constellations souveraines qui ne soient précisément des constellations qui ne soient pas à la main de non-américains, et en particulier d'entreprises, parce que on le voit bien dans cette situation, ce sont, encore une fois, des situations où il est très important d'avoir une souveraineté. Donc, je ne vais pas dire bravo quiconque, je dis simplement, dépêchons-nous les Européens de mettre en place notre constellation. On a toute l'architecture pour précisément pouvoir nous mais faire les choses. Que les manifestants ont besoin. Oui, mais je vous dis qu'il y en a déjà
ça, Darius Rajban. Il n'y a pas que M. Musk sur la planète. Et est-ce que vous espéreriez que les Européens interviennent, disent oui, comme Trump, on peut intervenir sur place? Non, encore une fois, je l'ai dit, parce qu'il nous concerne, nous, notre position est extraordinairement claire, et je crois qu'il faut la maintenir en permanence. Pas d'intervention, évidemment. En revanche, évidemment, tout ce qui peut être fait pour aider le peuple à choisir de façon libre sa destinée, bien sûr, mais pas d'intervention directe. C'est très important de le dire. Ça veut dire, un moment où le monde bascule. On soit très clair, c'était une erreur d'intervenir quand Kadhafi massacrait sa population. Hein. Alors là, ça a été aussi discuté. Mais je suis de ceux qui pensent que, évidemment, ce qui s'est passé avec Kadhafi est une erreur magistrale qu'on paye encore aujourd'hui. Regardez toute la déstabilisation, précisément, de la région. C'est une erreur magistrale qui a été faite, on le sait, et en particulier par Nicolas Sarkozy, il faut le dire, et qu'on a entraîné là, dans cette aventure les Américains. On voit maintenant le drame que ça pose maintenant sur le Sahel. Pardon de le dire, mais on ne peut pas prendre des exemples comme ça. Bien sûr, dans ce qu'on a sous les yeux, si demain il y a 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, rappelez-vous Tiananmen, rappelez-vous, oui, ça inspire beaucoup les dictateurs de Téhéran. S'ils font 5000 morts, l'Europe dira on va faire un communiqué, on peut rien faire de plus. Pardon, l'Europe, je pense que la situation, si vous permettez, je le dis avec un peu de solennité, la situation est trop grave pour qu'on lève les bras et on dise non, l'Europe ne dit pas ça. L'Europe ne dit pas ça, et je le redis. On est là et il y a des assistances qui peuvent être faites, qui ne sont pas dites. Je ne dis pas, encore une fois, que il y a sur place un certain nombre de personnalités, d'individus. Il est absolument établi qu'il y en a au niveau israélien. Il y en a peut-être d'autres, je n'en sais rien. Oui, mais c'est pas, en tout état de cause, pas les Israéliens, les Européens, qu'est-ce qu'ils feraient ? En tout état de cause, eh bien voilà, il faut que nous assistions, que nous soutenions évidemment cette volonté du peuple de se libérer de cette dictature. Mais pardon, Darius Rajban, les dictatures, il y en a partout, et je vais même vous dire, il y en a même en Russie. Et aujourd'hui, comparaison n'est pas raison, évidemment. Enfin, il y a certains pays, y compris des pays impériaux, je pense à la Chine, on n'a pas très envie, moi en tout cas, je préfère vivre en Europe que vivre dans ces pays-là. C'est pas pour autant qu'on va intervenir. Sûr, oui, mais non, mais il faut. Voilà, enfin là, on voit la bombe. L'Iran n'a pas encore la bombe nucléaire, donc c'est vrai que beaucoup disent les Américains sont courageux, ils sont prêts à intervenir. Les Européens ne font rien. Les Américains, s'ils interviennent, je pense qu'il faut lire encore une fois cette intervention à l'aune de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors parlons du pétrole. On ne peut pas imaginer que les Américains aujourd'hui, alors que leur priorité absolue c'est de préparer leur pays à une confrontation, je ne dis pas une guerre, je dis une confrontation majeure qui va structurer, Darius Rajban, la génération qui vient. Ce conflit entre les États-Unis et la Chine va structurer la génération qui vient et quelque part la bipolarité du monde. Donc tout ce qu'ils font, évidemment, ils le font dans cet esprit, et je suis de ceux qui pensent que si jamais il y a une intervention, ce sera évidemment dans cet esprit, et en particulier en ce qui concerne le pétrole.